Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le master spécialisé Management de projet ingénierie système. On va être ensemble pour à peu près 1 heure afin de vous présenter les objectifs, les débouchés du programme, ainsi que vous présenter 2 étudiantes actuelles de la formation qui vont pouvoir témoigner de leur expérience au sein du master spécialisé. Ça sera ensuite suivi d'une session questions-réponses où vous pourrez effectivement poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. Et je vous invite également à la fin peut-être de cette présentation à télécharger les documents qui sont annexés en documents à distribuer puisque vous y retrouverez le programme détaillé et la plaquette de la formation. Bienvenue à tous. Alors, donc pour aujourd'hui, nous avons en présence donc nos 2 responsables pédagogiques et scientifiques du master spécialisé, donc Monsieur Jean Le Breton à la direction scientifique et Madame Angelica Kishian pour la direction pédagogique de la formation. Moi-même, Morgane, donc je suis votre conseillère dédiée pour cette formation. Et on a également le plaisir d'accueillir 2 étudiantes ambassadrices actuelles du master spécialisé, donc Ornella Nkouka et Clara Richaud, qui vous expliqueront ce qu'elles font actuellement au sein de cette formation. Je vais passer le relais à Monsieur Le Breton pour la présentation de la formation. Merci Morgane. Donc, quels sont les objectifs de cette formation qui en fait est née il y a plus de 30 ans maintenant? C'est un des plus anciens masters spécialisés pratiquement qu'on ait eu. Elle vient tout simplement d'une demande à l'époque de Thomson CSF, qui maintenant s'appelle Thales, et de l'aérospatiale qui maintenant s'appelle Airbus Defence and Space, qui en fait avait énormément de mal à avoir des gens qui étaient à la fois compétents en management de projet et en ingénierie système. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des ingénieurs donc en compétences, je dirais principalement d'ingénierie système, et on essayait de les former au management de projet. On en perdait au bout de 3 ans à peu près un tiers. Et quand on faisait l'autre zone, c'est-à-dire qu'on prenait les managers de projet pour les former à l'ingénierie système, on en perdait la moitié au bout de 3 ou 4 ans. Je ne sais pas si tout le monde a l'écran de Morgane Genet qui est au milieu du slide qui est présenté. Morgane, je ne sais pas si tu m'entends, mais a priori, oui. j'ai en plein milieu de mon écran. Voilà, merci beaucoup. Ah, pardon, c'est un chat avec... OK, excusez-moi. C'est pas grave, c'est le direct, c'est sympa. Donc, je disais, cette formation existe depuis plus d'une trentaine d'années et les objectifs donc, sont de former les cadres de haut niveau pour à la fois avoir des compétences techniques, humaines, économiques et financières pour pouvoir piloter des projets à haute valeur technologique sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le but étant de savoir les structurer, d'avoir le discernement, les compétences pour pouvoir à la fois avoir ces comportements humains et techniques en management de projet, mais aussi une expertise en ingénierie système. Donc, pour pouvoir principalement conduire la définition et le développement d'un produit complexe, de savoir gérer les performances de sûreté de fonctionnement, de sécurité et de soutien logistique, comme pour pouvoir établir le projet qui est déterminé, qui est une valeur ajoutée en fait par l'entreprise, dans une stratégie globale pour soit des produits, soit des services dans des périmètres qui vont évidemment en général s'étendre à l'international. Construire, rédiger, présenter une offre et la contractualisation, une contractualisation par rapport à une consultation publique ou privée, sachant que les mécanismes privés maintenant sont à peu près calés sur ceux du public, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales. C'est-à-dire que l'on voit en fait que sur les objectifs que l'on a, on va traiter à la fois des processus techniques qui sont liés à l'ingénierie système, mais aussi des processus de management de projet, des processus d'entreprise et des processus de contractualisation. Nous allons voir un peu plus dans la suite les contenus de ces ensembles. Merci Jean-Loup. Le programme est constitué d'un tronc commun. Sur les 13 semaines et demie de formation, le tronc commun fait 8 semaines et demie et d'une partie de spécialités au choix, et Clara et Ornella témoigneront des spécialités dans lesquelles elles sont actuellement. Le tronc commun est constitué de 5 modules. Alors, le premier dure 3 semaines, le deuxième 2 semaines et les 3 suivants chacun 1 semaine.
Donc, sur le management de projet, les principes de conduite d'un projet au sein d'une entreprise. Un module de 3 semaines, on va avoir à la fois des apports liés, je dirais, aux techniques de conduite de projet ou de programme dans une entreprise, mais aussi des techniques de management humain, c'est-à-dire direction d'un service, direction d'une équipe en management transversal. Le deuxième module, principes généraux de l'ingénierie système, lui, va se concentrer bien évidemment sur les phases de définition, de structuration, les modèles. Vous avez le détail du programme, comme vous l'indiquez, Morgane, qui est chargeable dans les documents joints. Mais donc là, on va regarder tout ce qui est modélisation, tout ce qui est arbitrage, architecture, notamment de l'ingénierie système, pour des systèmes complexes. Alors, quand je disais système complexe, pour que chacun ait bien présent à l'esprit, on traite quasiment tous les domaines, sauf la grande distribution. Et nos domaines de prédilection sont issus de partenaires que je citais tout à l'heure, comme Thales, comme Airbus, la SNCF, le ministère des Armées aussi, sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire sur les systèmes d'armes. On a l'énergie, on a le transport ferroviaire, je le citais, le transport aérien. Donc, en fait, c'est de concevoir des systèmes de ce type-là, comme pour le spatial. Le troisième module va se concentrer sur ce qu'on appelle les ITIS en jargon, c'est-à-dire toutes les études techniques nécessaires pratiquées dans un bureau d'études pour avoir l'assurance qualité des produits que nous faisons et qui traite à la fois, c'est le sigle qui est FMDSTE, la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité, la sécurité, le transport et l'ergonomie. Ça, c'est en début de cycle de formation. Ensuite, je reviendrai sur les spécialités qui sont en milieu de cycle. Et à la fin du cycle, vous avez les 2 derniers modules de tronc commun qui sont liés à la contractualisation et en fait à la stratégie d'entreprise. Donc, stratégie d'entreprise avec le marketing produits et services, c'est là où on enseigne en fait les stratégies d'innovation, ce que vous avez peut-être déjà appris pour certains d'entre vous, de façon un peu sommaire, ce qu'on appelle les stratégies Blue ou Red Ocean, c'est-à-dire qui permettent de savoir si on se situe sur des marchés déjà tendus ou si on veut créer de nouveaux marchés. Et le dernier module, la réponse à un appel d'offres international et la contractualisation, de comprendre à l'intérieur de ce module notamment les techniques de positionnement concurrentiel, de rédaction positive, c'est-à-dire qu'on n'établit pas une offre simplement dans la relation avec son client, mais qu'on établit aussi cette offre en comparaison à l'offre la plus dangereuse, puisque le but de la manœuvre, c'est d'être devant le deuxième. Au milieu de cette formation, donc 5 semaines qui sont dédiées à des spécialités, 3 spécialités donc, qui approfondissent chacune un domaine. L'ingénierie des produits, tout d'abord, pour la partie conception, c'est-à-dire que c'est le début du cycle de vie sur lequel on va insister, que ce soit en management ou que ce soit en ingénierie système. L'ingénierie du soutien et des services qui, elle, démarre au début du cycle de vie, mais en fait va concerner principalement toute la phase d'exploitation des systèmes, puisque le but, c'est qu'ils conservent leur performance opérationnelle pendant 20, 30, 45 ans, même certaines fois. Et la troisième spécialité, qui correspond à un domaine particulièrement demandé en ce moment, bien évidemment, qui est l'architecture des systèmes embarqués. Alors, j'insiste sur le mot architecture des systèmes embarqués. Ce n'est pas du niveau systèmes embarqués que l'on peut trouver certaines fois comme spécialité en fin de cycle d'école d'ingénieur. Là, on passe au cran du dessus, c'est-à-dire, notamment, on essaie de comprendre comment faire les arbitrages entre embarquer et débarquer, parce que si on laisse faire les concepteurs, tout le monde veut tout embarquer, et ce qui, évidemment, ne va pas être possible à l'intérieur de tout système. Donc, programme de 13 semaines et demie qui sont répartis du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, globalement. Il y a une demi-semaine dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire qu'on a 3 jours qui sont à la carte en développement personnel, où sont proposés une dizaine de thèmes qui permettent soit de comprendre les mécanismes qui conduisent à une décision ou à une action, soit de comprendre les difficultés de travailler dans un milieu international multiculturel quand on est dans le management de projet, soit de mieux connaître son image retour, des aspects relationnels, c'est-à-dire de comprendre que quand on arrive quelque part, là, on est tous avec des petites vignettes en haut, donc vous avez tous des à cataloguer comme étant sympa, pas sympa, un peu chiant, exigeant, etc., parce qu'on a toujours une première idée et que c'est à partir de cette idée-là qu'il faut travailler. Donc, plusieurs types de modules qui, comme on le verra un peu plus tard, notre formation s'adresse aussi bien à des jeunes diplômés qu'à des gens expérimentés. Bien, en fonction du parcours professionnel et du parcours de vie de chacun peut se servir effectivement de ce qui lui semblera le plus utile. L'objectif, c'est de bien se connaître à l'issue de la formation
puisque ceux d'entre vous qui ont déjà pratiqué le management ont bien compris que ça commence par la connaissance de soi pour pouvoir mesurer l'impact en leadership qu'on exerce sur les autres. On va donc poursuivre dans cette présentation rapidement. Quels sont les points forts de cette formation? Bien, ce sont des enseignements qui portent à la fois sur les deux domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché. D'ailleurs, on a eu pendant un petit temps quelques personnes qui ont essayé de faire la même chose, mais pour l'instant, il n'y a que la nôtre qui a subi, je dirais, toutes ces années depuis une trentaine d'années, parce que c'est assez compliqué à la fois d'enseigner des parties managériales qui sont principalement centrées sur les grands domaines de l'industrie, c'est-à-dire évidemment l'argent, le temps, la maîtrise des compétences, la définition de la valeur ajoutée, le positionnement concurrentiel, et des aspects techniques liés à l'ingénierie système. Mais ce qui est important justement, c'est d'avoir bien les deux compétences si on veut se lancer dans des choses un peu complexes ou un peu nouvelles. La deuxième chose, c'est qu'on a un niveau de certification européen du niveau 7, donc, qui est l'avant-dernier niveau, dans les cadres européens de certification. Le titre du répertoire national des certifications professionnelles, et Morgane y reviendra, puisque c'est ce titre notamment qui vous permettra de pouvoir avoir des contrats de professionnalisation ou de pouvoir faire financer par une entreprise votre scolarité. Ce titre porte la nomenclature d'expert en ingénierie des systèmes. La formation est certifiée ISO 9001 et depuis très longtemps, je ne sais même plus, au moins une vingtaine d'années, dans toutes ces différentes définitions. Pourquoi? Parce qu'on est très attentif, puisque ISO 9001, le plus important, c'est toujours de viser l'excellence. On est très attentif à la fois au retour de nos élèves, au retour des enseignants, aux besoins exprimés par les industriels. On a une vingtaine d'industriels qui sont impliqués dans cette formation et qui donc expriment tous les ans, dans le cadre d'un comité de pilotage, quels sont les aménagements, les nouveaux domaines qu'il faut traiter, ainsi qu'un conseil pédagogique qui décide de comment on le décline dans la formation. Notre corps enseignant est composé exclusivement de professionnels et de professionnels de haut niveau, qui sont en général des experts reconnus, donc qui sont issus de domaines, comme je citais un peu rapidement tout à l'heure, qui vont de l'énergie, qui sont de la défense, qui sont du transport ferroviaire, du transport aérien, du spatial. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me viendrait à l'esprit? Mais on a aussi des choses un peu plus inattendues aussi, comme la construction, qui maintenant avec les immeubles intelligents devient de plus en plus impliquée sur les systèmes complexes. Vous savez qu'on ne livre plus des immeubles qui sont juste des blocs de béton, mais qu'il faut que tous les courants faibles, notamment, soient déjà placés pour qu'on ait des possibilités de réseau et ce genre de choses. Et ils ont en général tous, bien sûr, une expérience pédagogique reconnue. Ce sont des gens qui enseignent depuis plusieurs années. Merci Jean-Loup. On va pouvoir poursuivre. Tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Quelle est la finalité? Vous avez une liste ici que je ne vais pas repasser en revue de différents postes. Il faut savoir qu'on a des postes à caractère plus technique, bien sûr. Ce sont ceux que vous allez avoir définis, les 4 ou 5 premiers. Vous avez des postes qui sont des postes managériaux et techniques, c'est l'articulation des deux, c'est-à-dire chef de service principalement, ingénierie système, chef de service aussi en soutien logistique ou ce type de choses. Et puis vous avez des postes de type chef de projet, de programme technique ou de programme de service ou de soutien, qui, eux, sont plus centrés, bien évidemment, sur des programmes, sur des projets. Mais je ne l'ai pas indiqué là, mais les débouchés, ce sont les débouchés, je dirais, à moyen terme, mais des débouchés à long terme. On a énormément d'élèves, puisque maintenant on a pas mal de recul sur les 30 ans, qui ont quasiment, pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire plus de la moitié, des postes de directeurs qui ont même évolué vers directeur de la stratégie ou directeur de la production, puisque bien sûr, après cette formation, je vous rappelle simplement une chose, c'est qu'un master spécialisé, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est différent d'un diplôme d'ingénieur ou d'une maîtrise ou d'un master 2, c'est qu'on n'accrédite pas des compétences, mais on accrédite un savoir-faire en plus. C'est ça qui va changer par rapport aux études que vous avez faites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans ce master spécialisé, comme dans les autres, vous avez une thèse professionnelle à soutenir après un stage d'au minimum 6 mois.
Et cette thèse professionnelle, ce n'est pas du tout un rapport de stage ou ce genre de choses. C'est une véritable problématique industrielle qui vous est posée, que vous avez à résoudre et pour laquelle vous devez apporter des solutions. Donc, quand vous êtes diplômé de l'école et d'un master spécialisé de chez Centrale Supélec, notamment donc celui-ci, eh bien, vous êtes accrédité comme disposant bien sûr de compétences, mais surtout d'un savoir-faire. Et c'est ça que les industriels recherchent, c'est d'avoir des gens qui sont tout de suite opérationnels. On va voir un peu plus loin dans le slide suivant que sur les débouchés, la composition, on va dire, de notre promotion systématiquement qui se situe entre 35 et 40 élèves tous les ans. C'est principalement des élèves de l'Union européenne pour 2/3 et pour 1/3 des étudiants qui viennent d'autres espaces, que ce soit du continent africain ou que ce soit d'Asie. Il y a, je dirais, quasiment les 2/3 qui viennent de cycles d'école d'ingénieurs et on a un quart à peu près qui viennent d'université. Vous voyez qu'on n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous tenons beaucoup, surtout sur ce type de cursus, à avoir des gens aussi, tendre la main à des gens qui ont des parcours un peu moins classiques. Et nous aurons certaines fois, et dans toutes les promotions, des gens qui sont issus d'écoles de commerce, mais qui ont une appétence technique, bien sûr, des gens qui ont fait des achats, par exemple, certaines fois, c'est un peu plus exceptionnel, architectes ou des études médicales. Bon, mais on laisse toujours la porte ouverte aussi parce que c'est très important pour notre promotion d'avoir une variété, ça fait partie aussi du cursus, d'avoir une variété de recrutement. Donc, on ne recrute pas uniquement sur école d'ingénieur, on ne recrute pas uniquement des jeunes diplômés ou que des gens expérimentés, mais pour moitié des jeunes diplômés, pour moitié des gens expérimentés et qui viennent, si possible, d'univers variés. Je terminerai là-dessus juste en disant que nous avons un partenariat avec le ministère de la Défense qui fait que nous avons de 8 à 12 élèves tous les ans qui viennent du ministère des Armées et qui sont en mi-parcours professionnel, qui apportent aussi un éclairage particulier à cette formation, parce que ce sont tous des militaires qui ont été au combat, donc ce sont déjà des personnalités un peu cossues, on va dire, et que les jeunes ingénieurs, mais je laisserai Clara ou Ornella en témoigner tout à l'heure, apprécient aussi, sachant que c'est la variété de la promotion fait aussi partie du schéma pédagogique. Mais je vais laisser soin maintenant à Clara justement et Ornella certainement de nous dire ce qu'elles en pensent de cette affaire, puisque là c'est la pravda, c'est la voix du directeur scientifique. Maintenant vous allez avoir la voix de nos élèves. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Ornella Nkouka, donc j'ai 24 ans, j'ai été à l'ENCA, donc c'est l'École nationale de l'électronique et ses applications. J'étais en alternance 3 ans, 2 ans chez Airbus et puis 1 an chez Spheria en tant qu'ingénieur système et testabilité. J'espère que vous m'entendez bien, peut-être que j'ai un problème de micro. Alors, donc, j'ai intégré cette formation suite à ce diplôme parce que je souhaiterais en fait avoir une double compétence, surtout dans la partie gestion de projet, donc management de projet. Donc, j'ai réussi à intégrer cette formation et il y a 1 an, j'étais aussi derrière cet écran comme vous, en me renseignant sur la formation, avoir le maximum d'informations possible. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la formation? Donc, je l'ai choisie pour avoir cette double casquette, pour accéder à des postes très intéressants. Là, par exemple, je suis chez Forestia en tant que business analyst. Je sais qu'en sortant de mon école, j'aurais pas pu accéder à ce poste, mais c'est le job de mes rêves aujourd'hui. Donc, je travaille chez Forestia, ça va faire 4 mois que je suis ici, donc je suis très contente d'occuper ce poste et grâce à la formation, je peux vous assurer que j'arrive à mieux gérer mes activités. Donc, je suis beaucoup en déplacement à l'étranger. Ça non plus, je ne l'avais pas avant cette formation. Donc, je suis aujourd'hui, je peux dire que je suis beaucoup plus à l'aise dans mes activités en entreprise.
Et donc, c'est une formation très pluridisciplinaire. Donc, on a une promo qui est très hétérogène. On a des militaires, on a des personnes venant un peu de tous les domaines, d'aéronautique, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que on a 3 spécialités. On a la partie ISS, donc je fais partie, et on a la partie des ingénieurs produits, eux qui sont plutôt en amont du système, et nous sommes en exploitation, en phase d'exploitation du système. Et puis on a aussi dans la partie système embarqué, donc dans toutes ces parties, chaque spécialité en fait on a des cours très très intéressants. Dans les troncs communs, par exemple, on va avoir des cours pour tout le monde. Ceux qui font, par exemple, des systèmes embarqués vont avoir des connaissances sur l'aspect ingénierie des exigences. Donc, c'est aussi très intéressant. Et puis, on a beaucoup d'autres choses. Les locaux sont agréables. On a, par exemple, un petit déjeuner le matin à notre arrivée. Et les intervenants, je vais quand même notifier que les intervenants et les experts sont très, très à l'écoute. On peut les contacter à tout moment. Moi, par exemple, je me permets aussi de les contacter en entreprise. Ils répondent aussi à mes demandes, en dehors des cours, bien sûr. Et donc, c'est un aspect très, très intéressant. Donc, je vais laisser… Oui, Clara. Non, je voulais justement rajouter à ce que tu disais justement sur le fait que nos professeurs en fait qu'on a, ils sont issus effectivement donc du monde professionnel et ils ont des postes assez élevés. Ils sont souvent directeurs techniques et du coup ils nous apportent effectivement une vision plus précise, je dirais, du métier et nous ramènent justement la réalité de ce que par exemple les cours qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut réellement les appliquer dans nos futurs postes. Et c'est vrai que c'est très appréciable et très utile, je dirais très enrichissant. Donc, ouais. Je me présente. Pour ma part, donc, je suis aussi donc, une jeune diplômée. Donc, je sors d'une école d'ingénieur au CNAM, une formation que j'ai fait donc, en alternance dans un bureau d'études. Et donc, tout comme vous aussi, donc je me suis renseignée sur les masters spécialisés parce que j'étais dans la recherche. Je voulais donc, moi, j'ai fait une formation assez technique et je recherchais justement une formation qui puisse me donner aussi des bases managériales, tout en gardant un aspect technique donc d'ingénierie système. Puisque donc actuellement donc je suis donc toujours dans la même boîte, donc je suis en alternance donc chez Naval Group et on travaille donc dans des systèmes donc très complexes et d'avoir donc cette double formation, on va dire managériale et technique, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans d'autres formations dans lesquelles j'ai pu rechercher dans ma recherche donc, de formation, et c'est quelque chose donc de très appréciable. Donc donc je suis la formation, je suis l'option donc ingénieriste du soutien et des services comme Ornella et donc cette option là donc est effectivement donc plus dédiée donc à l'étude donc au niveau du cycle de vie, dans tout ce qui est concept de maintenance et ce qui est étude voilà des comment faire choisir donc les différentes formations, les rechanges. Et donc, voilà. Si vous avez des questions, on est là. Donc, je passe la main à Morgane. Merci beaucoup, mesdemoiselles, pour vos interventions. J'espère qu'on m'entend bien aussi. Comme vous voyez, bon, c'est vrai que c'est un master qui
qui sera, on va dire, essentiellement composé d'hommes, mais finalement, nos 2 ambassadrices sont quand même des femmes. Donc, soyez les bienvenues, mesdames. Hein, sachez qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là, bien au contraire. Moi, je vais revenir un petit peu sur la partie candidature. Donc, au niveau des critères d'admission, si vous avez eu l'occasion de télécharger les plaquettes ou d'échanger peut-être avec moi, en fait, étant donné qu'un master spécialisé, je pense que ça a été dit et redit déjà, est une formation dont le but est vraiment la professionnalisation, c'est vraiment de vous rendre opérationnel. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on recrute à partir de Bac plus 5 ou bien en dessous, donc Bac plus 4 ou Bac plus 3, mais avec minimum 3 ans d'expérience. Donc, si c'est un Bac plus 3, on va vous demander quand même un petit peu plus d'expérience que 2-3 ans, par contre, hein, puisqu'on sera plus sur une validation des acquis professionnels. On a beaucoup de jeunes diplômés, mais tous les ans, on a aussi des personnes en reconversion ou en reprise d'études. Donc, voilà aussi pourquoi on a des critères qui sont un peu différents. Voilà, soit niveau inférieur, mais c'est un dossier, ce qu'on appelle dérogatoire. Donc, voilà, donc essentiellement des personnes d'un niveau master, donc M2 ou inférieur, mais avec une expérience professionnelle qui viendra compenser finalement. Au niveau du public visé, donc c'est ce qui reflète aussi notre sélection, on a à peu près la moitié de la promotion qui sont donc des jeunes diplômés. Donc, comme c'était le cas de Clara et d'Ornella, donc qui souhaitent poursuivre leurs études. Un quart de professionnels, donc en reprise d'études, comme je l'ai dit, ou en spécialisation, ou en reconversion, ça peut arriver aussi. Et environ un quart, pareil, qui sont des élèves des élèves militaires, en fait, qui suivent en même temps un parcours à l'école militaire supérieure des sciences et techniques, le MSST. Voilà, donc au niveau des critères d'admission, alors on a également un prérequis au niveau du niveau d'anglais, puisqu'il vous faut justifier d'un niveau d'anglais B2, ce qui correspond à un niveau 750 pour le TOEIC. Les autres examens sont également acceptés. Pardon. Morgane, juste un commentaire, c'est que le niveau d'anglais doit être obtenu avant d'être diplômé, pas à l'entrée en cycle. Voilà. Dans ce master spécialisé, ça dépend des masters spécialisés, mais dans celui-ci, vous avez aussi le temps de la scolarité. Par contre, pour être diplômé du titre master spécialisé, voilà, il faudra effectivement avoir cette équivalence. Voilà. Bon, sachant que c'est souvent un moindre problème dans la mesure où, quand vous êtes en école d'ingénieur, je crois savoir que 9 fois sur 10, c'est obligatoire aussi pour avoir votre diplôme de valider un TOEIC. Donc, voilà. Généralement, il y a un transfert à ce niveau-là. Je le précisais parce que lors de votre inscription en ligne, si vous souhaitez candidater, c'est un document qui vous sera demandé. Si vous n'en disposez pas, parce que soit vous ne l'avez pas encore passé, soit vous comptez le passer pendant la formation, comme l'expliquait Monsieur Le Breton, il n'y a pas de, voilà, ça ne posera pas préjudice, on va dire, pour votre candidature. Donc, il va se faire en plusieurs étapes. Donc, d'abord par un dépôt de dossier qui doit être fait en ligne, donc sur une plateforme qui est toute nouvelle de cette année, qui a à peu près 1 mois, donc dont je vous enverrai bien évidemment le lien pour vous connecter. Au niveau des documents à fournir, donc c'est assez classique, hein, CV, lettre de motivation bien sûr, vos relevés de notes bac, post-bac. Et également, là où c'est peut-être un petit peu plus spécifique, ce sont les adresses mail de 2 référents. Donc, idéalement, si vous avez possibilité, un référent pro, tuteur de stage, tuteur d'alternance, et un référent pédagogique, un professeur qui a pu, par exemple, encadrer des travaux, etc. pour vous. Si c'est 2 profs, ça va aussi. Si c'est 2 pros, ça va aussi. Mais voilà, il s'agit de communiquer leurs adresses mail qui ne sont utilisées uniquement que pour recueillir leurs recommandations vous concernant. Et ensuite, il faut s'acquitter, une fois que vous avez bien évidemment complété tous ces documents et les adresses des référents, vous acquittez de 150 € de frais de dossier. Une fois que votre dossier est finalisé en ligne, il est étudié donc par nos responsables pédagogiques et scientifiques que vous avez avec nous aujourd'hui et qui vous convoquent, pardon, si le dossier est recevable pour un entretien d'admissibilité. Par la suite, vous avez donc les résultats qui sont prononcés. Alors, selon un calendrier pareil qui est fourni lors de votre candidature, en gros, vous pouvez compter des vagues de sélection qui durent 2 mois.
il faut valider votre dossier au plus tard une quinzaine de jours avant la date butoir, puisque ça quand même doit laisser le temps de l'étude et éventuelle convocation et l'éventuelle décision vous concernant. Donc en gros, voilà, une vague dure 2 mois. Là, on va clôturer la première la semaine prochaine et la suivante se clôture le 8 février 2022. Voilà. Donc voilà, une fois que les résultats sont prononcés, il y a un suivi qui est fait donc par moi-même et par ma collègue Alexandrine Lenain, qui n'est pas là, d'un point de vue administratif, mais également l'accompagnement pour vos recherches de contrats de professionnalisation, puisque voilà, la formation étant assez plébiscitée par les étudiants, mais aussi par les entreprises, il arrive souvent que les entreprises nous sollicitent pour reconduire un contrat, par exemple. Donc, je ne vous indique pas qu'il y a un contrat pour tous les étudiants, ça serait vous mentir, ça reste quand même une démarche de votre part. Néanmoins, on peut, nous, tout à fait vous y accompagner, ne serait-ce que d'un point de vue méthode. Voilà. Je te laisse passer pour la suite. Voilà, donc 3 personnes voilà, que vous pouvez contacter directement, donc Jean Le Breton et Angelica Quichian pour les parties vraiment du contenu pédagogique, et également Ornella et Clara qui sont intervenues. Moi, je vais intervenir, je peux intervenir aussi un peu sur la partie contenu, et ça va surtout être sur la partie administrative et le suivi de votre dossier, notamment pour le financement. Puisque, alors c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on va dire, si je peux résumer, vous pouvez, pour les jeunes diplômés, l'accès se fait à 95% par le biais de l'alternance via un contrat de professionnalisation. Alors je précise, un contrat de professionnalisation et pas d'apprentissage. La différence se fait un petit peu au niveau de votre statut, puisqu'un contrat d'apprentissage, qui est peut-être le cas de ce que faisait par exemple Ornella ou Clara avant, vous avez un statut étudiant. Un contrat pro, vous avez un statut qui va se rapprocher de celui d'un salarié. Donc ça, c'est le premier, on va dire, le type de financement majoritaire. Et ensuite, pour les professionnels ou ceux qui ne sont pas dans ce parcours de contrat pro, vous pouvez aussi également mobiliser votre CPF et le plan de développement de compétences de votre entreprise. Donc ça, c'est simplement l'entreprise qui utilise ce qu'on appelait avant son plan de formation pour aider à financer le coût de votre formation. Voilà, donc pour ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je vous invite à me contacter directement. Et pour les questions de fond, vous avez voilà, les différents ambassadeurs donc, qui évoluent aussi dans des options différentes. Parce que là, on a vu que Ornella et Clara sont dans l'option ingénierie du soutien et des services, mais on a également d'autres étudiants qui sont dans d'autres voilà, dans d'autres dominantes, enfin pas dominantes, dans d'autres options. Donc ça, c'est aussi intéressant de vous rediriger voilà, vers les étudiants dont le profil pourra le mieux vous éclairer. Je pense qu'on va pouvoir passer, si vous le souhaitez, à la session questions-réponses. Donc, je vous invite à nous soumettre vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. Vous pouvez les écrire et puis moi, j'anime un peu l'échange. Mais c'est le cas, on a déjà 3 questions en ligne. On a déjà 3 questions? Exact, merci. Parce que moi, c'est une petite barre qui est toute petite, alors je ne la vois pas. Alors, j'aimerais savoir quels sont les secteurs d'activité où cette formation sera le plus mise en valeur. Alors, est-ce que je peux laisser peut-être Jean répondre sur cette question? OK. Oui, les secteurs d'activité, je citais tout à l'heure, il y a la défense, où c'est une formation qui est très, très appréciée, le transport ferroviaire, le transport aérien et l'énergie, notamment la partie nucléaire de production électrique. Ce sont vraiment les domaines de cœur, on va dire, du dispositif. À cela s'adjoignent, mais avec un peu moins de prégnance, pas aussi fortement, le secteur du spatial. On a aussi la conception automobile, qui sont des domaines forts, mais notamment aussi avec la spécialité architecte de système embarqué. C'est quasiment l'automobile ou les fournisseurs de premier rang qui siphonnent tous les ans nos élèves, en sachant que Morgane, je ne pense pas la signaler, mais on a un taux d'attrition, si je puis dire, qui est particulièrement impressionnant. Enfin, j'en suis très heureux depuis plusieurs décennies,
puisque nos élèves sont en général embauchés avant même d'avoir fini leur cycle de formation très souvent. Et ce sont dans ces industries. Alors, on a aussi un domaine particulier qui sont les entreprises d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on y retrouve des Altran, Capgemini, LGM, qui recrutent pas mal de nos diplômés parce que eux veulent des gens qui soient capables de travailler justement sur plusieurs types de technologies selon les projets qu'ils ont. J'espère, Daniel, avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à la recompléter si j'ai oublié quelque chose. Si je peux me permettre de compléter, parce que j'ai rouvert voilà, ce petit fichier que je gère à titre d'exemple des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, vous avez vu Ornella qui évolue actuellement au sein de Forestia. J'ai vu qu'il y avait une question sur ça. Clara qui évolue chez Naval Group. Il y a également un autre alternant qui est chez Naval Group. On a également le secteur pharmaceutique qui est représenté dans une moindre mesure, puisqu'on a quelqu'un qui est chez Sanofi, on a une personne chez Alstom. On a 2 personnes chez Sanofi. Il y a également aussi, alors peut-être plus sur la partie SI, je pense, des étudiants qui sont chez BNP Paribas. Donc, voilà, ça c'est effectivement un autre domaine, c'est-à-dire que les banques assurances nous demandent pas mal d'étudiants diplômés, mais ce sont principalement des gens qui avaient une culture à l'origine sur les systèmes d'information, comme tu l'as noté. Donc, voilà. En revanche, effectivement, j'ai oublié les pharmaceutiques, surtout en ce moment, avec la crise sanitaire qu'on vit, ils sont de plus en plus actifs. Et sur les 3 dernières années, on a de très belles collaborations avec Sanofi, entre autres. Voilà, il y a également les acteurs du nucléaire, Framatome, qui sont représentés aussi, Thales, Ariane Group. Après, on avait dit dans l'énergie, effectivement, Enedis, c'est pour la partie consulting. Donc, on a TNP et Flying Whales. Je pense que Flying Whales aussi, c'est du conseil. Voilà. Juste à titre d'exemple, je pense que c'est assez représentatif d'une promotion. Voilà, on a le bâtiment aussi. On a le bâtiment avec Eiffage et Bouygues Énergie Service, notamment, qui sont aussi assez fidèles sur l'embauche de nos diplômés. Alors, une petite question 2 questions qui sont destinées à nos ambassadrices. Donc, la première pour Ornella. Une question pour Ornella. En quoi consiste précisément votre poste de business analyst donc chez Forestia? Est-ce que tu pourrais nous détailler brièvement tes missions, Ornella, s'il te plaît? Oui. Alors, un business analyst, c'est un chargé d'affaires qui va en fait dans les usines, qui recueille le besoin des opérateurs. Donc, moi, je suis dans la partie MES. Donc, ce sont les logiciels de gestion de production. Et donc, je vais dans les usines, je récolte des informations et puis on essaie de mettre en place des améliorations. Donc, on fait de l'amélioration continue sur ces outils-là. Et puis, ma mission consiste aussi à faire, parce que nos logiciels MES sont connectés à SAP, donc à travailler aussi avec des personnes qui travaillent sur SAP, faire de la gestion de production, donc un peu tout ça. Donc, en gros, de la gestion de production, finalement. Ah oui, la gestion de production au final. Okay. Et c'est un poste très intéressant parce qu'il permet de voyager un peu partout. Par exemple, il y a 3 semaines, j'étais en Espagne et la semaine d'avant, en période d'entreprise, j'étais au Portugal et cette semaine, j'étais censée aller à Hénin-Beaumont, mais à cause de la crise, je ne suis pas allée, mais c'est très intéressant. J'imagine que c'est dans les différents sites de production? Oui, c'est ça, c'est dans différents sites de production, oui. Ok. Et donc, merci beaucoup déjà, on est là pour ces explications. La même question finalement pour Clara. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Clara, donner un petit peu plus de précision, c'est-à-dire sur les missions que tu occupes actuellement chez Naval Group? Oui, bien sûr. Pas confidentiel, bien sûr, mesdames, oui. Je ne vous apprends rien. Alors actuellement, donc je travaille donc pour préparer donc la phase amont donc de l'industrialisation d'un nouveau programme, un nouveau projet. Et donc moi je suis sur le site
de Toulon qui font donc de la MCO, donc du maintien en condition opérationnelle. Donc c'est le service en fait, c'est lorsque le système, donc les navires donc sont déjà en service et donc il y a toute la préparation donc amont à faire de l'industrialisation. Donc moi je m'occupe de gérer cette phase-là d'un nouveau programme qui va arriver sur Toulon. Donc, je suis en contact justement avec mes missions, donc être en contact avec les personnes qui sont donc qui s'occupent donc de la phase de production, parce qu'on a des ateliers donc phase production. Donc, je travaille avec les responsables des services actifs, enfin des différents systèmes, et essayer de coordonner voilà les différentes personnes pour justement préparer l'arrivée du navire à Toulon. Bon. Et voir que tout est en phase pour son arrivée. Je ne sais pas si ça répond. Oui, pour moi, oui. Je pense qu'après, si les personnes… Bon, moi, il y a des choses que je me figure, d'autres un petit peu moins, c'est vrai, n'étant pas spécialiste. En revanche, je pense que s'il y a des questions complémentaires, les personnes ou qui seraient intéressées justement par ce secteur d'activité ou par l'entreprise, éventuellement, peuvent te contacter, Clara. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Une question. Ah oui, d'accord. Donc, sur le téléchargement des documents, bon, si vous n'y arrivez pas sur la plateforme, vous inquiétez pas, je vais vous les envoyer après la présentation, puisque nous avons accès à vos adresses mail. Donc, je peux vous envoyer le mail d'information typique, si vous ne l'avez pas déjà eu. Je vois… Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, si jamais il y a des questions qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Moi, soit je peux répondre, soit je fais le relais. J'en profite également pour vous indiquer, donc on est aussi présent sur des salons et des forums, puisqu'on sera présent, alors ça sera fin janvier, au salon SAMS, donc c'est le salon des masters spécialisés, où vous pourrez échanger justement avec les ambassadeurs de cette formation, mais on représente aussi toutes les formations des masters spécialisés. Et il y aura également un autre salon le 19 février, le salon EdUniversal. Voilà, donc si vous êtes dans la liste de diffusion, vous serez informé de ces événements. Et donc, je vous invite bien évidemment à vous y rendre. Alors, on croise les doigts pour être en présentiel. Sinon, l'année du Covid, on a eu aussi des dispositifs pour vous accueillir et vous informer en figital, comme ça s'appelle maintenant. Donc, ça sera avec grand plaisir également. Alors, donc, Monsieur Kouam, Yannick, est intéressé par la spécialisation architecture des systèmes embarqués. Alors là, on n'a pas de représentant là. Est-ce que je peux te demander, Jean, s'il te plaît, de bien vouloir répondre à cette question? Oui, bien sûr. Mais là, j'aimerais avoir des précisions, c'est ça la question? Oui, j'aimerais avoir des précisions. Bon, peut-être Dans la partie architecture système embarqué, il y a 4 modules en fait. Un premier sur l'ingénierie des systèmes embarqués avec des aspects un petit peu plus ingénierie et management. Mais ça, c'est sur les systèmes embarqués. Donc ça, c'est pour ceux qui n'en ont pas fait énormément, on va dire, dans leur scolarité, avec une teinte particulière sur l'automobile et sur le spatial. Un deuxième module qui va traiter plutôt de ce qui est le temps réel, les systèmes d'exploitation en temps réel, l'ordonnancement, la modélisation des systèmes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les langages synchrones dedans, Linux évidemment, et dans lequel il y a une étude de cas pour une maquette de train qui est à monter. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la spécialité architecte du système embarqué, notamment pour CTD, ne se déroule pas sur le campus de GIF, mais sur le campus de Rennes, pour lequel nous avons toutes les installations qui sont déjà préparées. Le troisième module, c'est plutôt l'électronique embarquée, c'est-à-dire tout ce qui a trait à capteurs, actionneurs, conversion d'énergie, les process, mini-cartes, etc., les interfaces homme-machine, les protocoles pour tout ce qui est IoT. Évidemment, il y a des incontournables FPGA, l'approche du SOC dans un FPGA. Le dernier module, lui, va se composer plutôt de sûreté de fonctionnement et sécurité logicielle et matérielle.
J'ai parlé de l'électronique embarquée, j'ai parlé du logiciel embarqué, oui, l'ingénierie des systèmes embarqués, c'est ça. Et le dernier module, donc, c'est sûreté de fonctionnement, sécurité logicielle et matériels, c'est-à-dire ces vulnérabilités JTAG, les canaux auxiliaires, les protocoles RF, la cryptographie, les contre-mesures, qu'est-ce que je peux vous citer, les rétroconceptions physiques, etc., l'injection de fautes, ce type de choses. Et donc, sur l'ensemble du cycle, en fait, on va plutôt se concentrer, là j'ai cité à peu près les techniques et les domaines, sur le niveau d'architecture, c'est-à-dire comment faut-il concevoir le système embarqué pour qu'il soit robuste, je dirais, à tout ce que je viens de citer. Est-ce que cela répond à votre question? Je pense que vous pouvez… Oui, il dit oui. Merci. Donc, tu peux passer à la suite, Morgane. Oui. Alors, une autre question. Donc, en termes de revenus, quelle est la plage que l'on pourrait espérer au terme de cette formation, notamment pour des postes en gestion de production? Je peux répondre à ça aussi de façon générique, c'est-à-dire que Alors après, bien sûr, ça dépend si vous êtes jeune diplômé ou si vous êtes déjà expérimenté, puisqu'on ne perd pas son expérience, évidemment, en faisant cette formation quand on est expérimenté. Mais l'échelle de salaire en sortie de formation est plutôt centrée pour les jeunes diplômés à 44 000 euros. Et pour les gens expérimentés, on est plutôt dans la zone de la cinquantaine, 50, 55. Ça dépend du niveau d'expérience. Donc, on est. Alors, après, c'est variable, bien sûr, d'une entreprise à l'autre. Et c'est surtout variable si vous rentrez chez un grand industriel de premier rang, on va dire, qui en général paye un peu plus cher que dans une société tierce du type SN ou assistance à maîtrise d'ouvrage, où les salaires sont souvent moins élevés. Ça dépend aussi du fait si vous êtes en province ou si vous êtes en région parisienne. Mais on va dire que globalement, c'est 42 et les salaires ont assez bien tenu malgré la baisse salariale, parce que ça c'est assez scandaleux, mais c'est quand même la réalité, qui a été opérée sous des prétextes de Covid depuis 2 ans. Il y a deux choses qui ont été importantes pour nous, à la fois le fait que le recrutement a continué, même si il y a eu de façon globale en France pas mal de postes en moins proposés pour les sorties d'école, on va dire, sur ces 2 dernières années. Et tous nos élèves donc, se sont bien situés là-dessus, d'une part, et d'autre part, on a eu assez peu de baisse de rémunération. Il y a des entreprises qui ont tenté, hein, très clairement. Mais très clairement, moi, j'ai invité tous nos élèves, parce que certains étaient attirés aussi par certaines technologies ou choses comme ça, donc ils voulaient en profiter un peu, et j'ai recommandé à tous mes élèves de ne rien accepter en dessous de 38 000 euros en région, hors région parisienne, et 40 en région parisienne. Et en fait, leurs négociations ont toujours abouti pour atterrir dans des zones qui correspondent plus à ce qu'on fait d'habitude. Mais je sais que certains ont, pas dans notre formation, mais que les écoles ont eu des difficultés et qu'il y a encore malheureusement de jeunes diplômés ingénieurs, choses comme ça, qui sont sur le tapis actuellement, ce qui est assez inconcevable. Mais là, normalement, on a une réouverture en fin d'année, début d'année prochaine, ça devrait s'appliquer. Merci Jean pour ces précisions. Alors une question cette fois-ci sur le profil d'un participant. Bonjour, moi ma question est sur mon profil. Je fais de la gestion de projets humanitaires et donc la personne se demande si elle est éligible à cette formation en précisant que alors elle cherche une dimension technique en management de projet et qu'elle a un niveau Bac+5. Pour poser la question oralement, alors déjà, je ne sais pas trop, je sais pas trop comment faire. Par ailleurs, si vous souhaitez qu'on rééchange, je vous invite peut-être à me contacter. Vous pouvez réserver un petit créneau pour un rendez-vous téléphonique. Comme ça, on peut parler tranquillement voilà, de votre situation, vous, particulière et personnelle. Donc, voilà, Jean, je ne sais pas. Je peux répondre sans aucun problème. La réponse est oui. Hein. Oui, et l'expérience, alors je ne l'ai pas cité parce que c'est beaucoup plus à la marge et ça arrive tous les 2-3 ans, on va dire. Le dernier, c'était il y a 3 ans.
nous avons des élèves qui travaillent dans le domaine humanitaire, qui aussi, notamment pour des déploiements, et qui sont restés dans le domaine humanitaire après leur formation. Certains étaient issus du domaine humanitaire et ont voulu changer, et certains sont venus se former et sont restés dans le domaine humanitaire auprès d'ONG assez connues d'ailleurs. Et en fait, c'est un projet complexe aussi, le déploiement et le transport sur des lieux de matériel médical, monter des hôpitaux, monter toutes les chaînes, etc. Donc, c'est tout à fait acceptable, c'est même une très bonne école. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ma réponse, c'est, je vois que vous étiez donc un profil de gestion humanitaire et a priori, il n'y a pas de contre-indication, bien au contraire. Bon, après, ça dépendra de votre motivation et de votre projet professionnel aussi, bien sûr. Mais il n'y a aucune contre-indication. En plus, je crois que vous êtes titulaire d'un diplôme de Bac+5, c'est ça que vous avez indiqué? Oui. Donc, il n'y a pas de souci, même si ce n'est pas dans un domaine technologique actuellement. Très bien, merci. Ah bah voilà, donc la personne précise voilà, qu'elle a également une expérience de 2 ans, qu'elle travaille actuellement au Tchad et au Nigeria. Donc oui, je pense qu'il faut mettre en valeur effectivement vos expériences et puis, comme le disait Monsieur Breton, bien préciser le projet. C'est très bien ce que vous avez fait, mais vous pouvez avoir fait la meilleure école d'ingénieur ou avoir la meilleure expérience. C'est vrai que c'est qu'est-ce que ce master va vous apporter en fait par rapport à votre objectif professionnel. Voilà, parce qu'on est très sensible, si vous voulez, on ne fait pas du commerce pour le commerce, c'est-à-dire qu'on est très sensible sur le fait d'avoir une cohérence entre ce que vous souhaitez faire ou ce que vous ne savez pas encore décider entre 2 ou 3 domaines que vous avez en tête, puisqu'on n'a pas nécessairement, surtout quand on est jeune, des idées préconçues sur tout ce qu'on veut faire, mais de bien voir si notre formation apporte les éléments qui sont nécessaires à votre développement. Et ce qui est très important pour nous, c'est que cette formation, elle va vous servir au moins pendant 10 ans. C'est l'objectif opérationnel. C'est un accélérateur de carrière et pour qu'elle puisse accélérer une carrière ou une expérience professionnelle, il faut qu'elle soit axée correctement. Donc, je peux vous donner un autre retour que m'a fait un des élèves qui était parrain de promotion et qui était dans une promotion il y a une vingtaine d'années. Et il a fait dans son discours d'inauguration un petit commentaire que j'ai retenu, c'est le fait que de ses études d'ingénieur, 25 ans après, il utilisait encore au quotidien quasiment 5% et que ses études de master spécialisé étaient plutôt de 80 à 85%. C'est-à-dire que ce sont des choses qui restent et qui permettent de structurer une vie professionnelle. Donc, c'est ça qui nous importe, c'est de regarder quelle vie professionnelle vous envisagez et en quoi cette formation peut vous permettre de la structurer. Okay? Mais n'hésitez pas à être candidat et à échanger avec Morgane. Parfait. Merci. Une question sur le financement. Donc, pour le financement de la formation, est-il obligatoire d'avoir un contrat de professionnalisation et que cela soit financé par l'entreprise? Dans l'autre cas, s'il s'agit d'un financement personnel, la période d'entreprise de 6 mois se fait-elle sous stage ou professionnalisation? Donc, oui, alors effectivement, si vous choisissez la piste de contrat pro, un contrat pro implique nécessairement que l'entreprise paye la formation. J'ai déjà entendu quelquefois des gens qui pensaient l'inverse. Non, c'est la contrepartie. Vous n'avez pas un salaire complet, vous avez l'équivalent de, je crois que c'est 80% du SMIC, et après c'est en fonction des conventions, enfin ce qu'on appelle des minimums conventionnels. Mais bon, voilà, en moyenne, on va dire que par rapport à vos âges, on est entre 1004 et 1005 bruts. Et bien sûr, le financement de la formation qu'il faut ajouter quand même à tout ça. Et donc, c'est une obligation, c'est pas une faveur que vous fait l'entreprise. Donc, si ce n'est pas la voie que vous choisissez, le contrat de professionnalisation, donc l'alternance, à ce moment-là, oui, il est tout à fait possible de passer sur un financement autre, bien sûr, mais vous ne couperez pas quand même à la période d'application d'entreprise qui peut être faite sous format de stage, de CDD, de CDI. On peut même imaginer un VIE. Tous les contrats sont possibles à partir du moment où, bien sûr, ils sont écrits, voilà, légaux, j'ai envie de dire, et à partir du moment où les objectifs de vos missions collent bien à la formation. Mais auquel cas, s'il s'agit d'un autre type de contrat, donc hors contrat pro,
la prise en charge du coût de formation par l'entreprise n'est pas obligatoire. Donc, la plupart du temps, il n'y en aura pas. Voilà, tous les ans, on a effectivement quelques personnes qui se présentent comme ça hors contrat pro et qui trouvent un stage et qui payent effectivement sur leurs fonds propres ou un peu peut-être avec le CPF, même si le CPF, ça reste quand même minoritaire, hein, puisqu'on est sur quelques milliers d'euros tout au plus dans la plupart des cas. Alors, Voilà. la seule chose qu'il faut préciser, Morgane, quand même, je ne sais pas si la question vient d'un étudiant de l'espace de l'Union européenne ou hors espace Union européenne, c'est que les contrats pro ne sont pas accessibles aux primo-accédants. C'est-à-dire que malheureusement, la loi a changé en France depuis 2 ans et demi maintenant. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait des études en Europe, c'est envisageable, et notamment en France de préférence. Mais si en revanche, c'est la première année de formation que vous faites en France, il n'y a que le financement personnel qui est envisageable. Voilà. Alors, il y a eu un changement effectivement qui est arrivé depuis 2 ans et demi. Voilà, c'est pour le contrat d'apprentissage que voilà, maintenant il y a une tolérance, on va dire, enfin il y a une possibilité pour les primo-arrivants. Donc certains médias ont pu dire oui, c'est bon pour l'alternance, mais non, hors contrat pro, puisqu'en fait, contrat pro, comme je vous ai expliqué, vous vous rapprochez plus d'un statut salarié. Donc effectivement, merci Jean de cette précision. C'est vrai que tous les ans, ce sont des cas qui se présentent. Donc effectivement, faut le savoir. Également, contrat pro, c'est jusqu'à 25 ans révolus. Au-delà, c'est possible. Il faut simplement être en recherche d'emploi, donc être inscrit au Pôle emploi pour justifier de la possibilité d'accéder à un contrat de professionnalisation. Une autre question, donc, alors, qui est un petit peu longue. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur, NSEM Nancy, dans une spécialité génie électrique. J'ai beaucoup de compétences techniques et d'ingénieur, notamment en électronique de puissance et autres, mais pas assez en informatique. Ma question est sur mon éligibilité sur cette formation, sachant que j'aimerais candidater pour la spécialité systèmes embarqués pour continuer à avoir un peu de technique et bien sûr le management de projet. J'aimerais avoir le conseil de Monsieur Le Breton. Eh ben, allez-y, parce qu'a priori, si vous avez fait Nancy, normalement, si vous êtes en génie électrique, c'est ça que j'ai compris, normalement, vous avez aussi le niveau requis pour. Moi, je ne vois pas de contre-indication pour que vous puissiez aller dans les systèmes embarqués. Alors, dans le cadre de votre candidature, quand vous aurez votre entretien, la personne qui va vous recevoir, qui est notamment Nabil Sadou, appréciera avec vous s'il est nécessaire ou pas que vous ayez éventuellement quelques petites révisions ou compléments avant de démarrer la scolarité au mois de septembre. Mais bon, si vous êtes de l'ANSEM, c'est ça, Nancy, je ne pense pas que ça va chercher très loin, si toutefois c'était le cas. En tout cas de figure, ma réponse, c'est oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez candidater et vous avez toutes vos chances. Oui, voilà, c'était sur le complément, je pense, de matière en fait technique pour se mettre à niveau. Mais bon, si vous étiez déjà à niveau, vous n'auriez pas besoin de faire la formation. Donc, effectivement, un des responsables pédagogiques, ou comme tu l'as dit, Nabil Sadou, qui est aussi, j'ai oublié de le nommer, co-responsable, pourra tout à fait vous orienter sur cela. Mais n'importe comment, on dispose à l'école de petits MOOC aussi et de choses qui permettent d'accélérer ça. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez candidater sans problème. Alors, je vois qu'on n'a plus d'autres questions. N'hésitez pas, peut-être encore une question si vous avez besoin de la poser. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai une question qui est arrivée. L'école accompagne-t-elle les étudiants? Bah, dis donc, moi, je dois être en retard. Tu as une meilleure connexion que moi. Hein. L'école accompagne-t-elle les étudiants dans la recherche de contrats de professionnalisation? Ah, je l'ai loupé, celle-là. C'est en chat privé. Ah, d'accord. De la part d'Inalda. Je vais y répondre directement. Donc, l'école accompagne les étudiants dans la recherche de contrats de professionnalisation? Oui, à partir du moment où il faut commencer d'abord par l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être admis
Et dès que votre admission est prononcée, l'école vous accompagne si vous confirmez votre inscription à la rentrée. C'est la condition sine qua non, normalement. C'est-à-dire que ce que l'on vous demande après l'admission, c'est de confirmer ou non, puisque certains d'entre vous vont candidater dans plusieurs établissements ou sous plusieurs formations, de confirmer, et la confirmation se fait par le règlement de 1 500 € pour nous dire que vous serez là à la rentrée. À partir du moment où nous avons cette confirmation, nous vous aidons et je l'espère, en tout cas de figure, c'est en général apprécié par les étudiants. Normalement, il n'y a pas vraiment de gens qui sont sur le carreau et on arrive à les aider. Mais j'insiste, comme le disait Morgane tout à l'heure, ce n'est pas notre démarche, c'est la vôtre. C'est-à-dire qu'on vous accompagne, bien sûr. Ça veut dire que précisément, on a un réseau évidemment de contacts. Comme Morgane l'indiquait, on a aussi des entreprises qui vont nous solliciter pour chercher des contrats de professionnalisation. C'est cela que nous activons, mais on ne vous assure pas évidemment totalement de le trouver comme font certaines écoles de commerce où ils vous vendent l'entreprise avec le truc, mais ce n'est pas notre démarche. Et jusqu'à maintenant, tout le monde finit par en trouver. C'est rare. Alors, il faut s'y prendre quand même assez tôt, et c'est très bien que vous soyez déjà en ligne dès à présent, hein, puisque les candidatures sont ouvertes maintenant. Ah, j'ai un point d'écho. Les candidatures sont ouvertes maintenant, donc en vous y prenant maintenant, en candidatant, vous pouvez avoir une réponse dans les quelques semaines qui suivent. Non, vous pourrez, je dirais, jusqu'au mois de février, quasiment avoir une bonne démarche pour trouver un contrat pro sans trop de soucis. Quels sont ceux qui ne trouvent pas de contrat pro ou pour lesquels les dossiers sont un peu plus compliqués? Ce sont ceux qui se réveillent au mois de juillet, quoi, ou au mois de juin, après la fumée des cierges, quand tout le monde… Les contrats pro, il faut savoir que c'est entre maintenant et mars que ça se décide dans les entreprises. Hein. Donc là, j'ai répondu à la question d'Yalda, mais je crois qu'on a d'autres questions qui sont arrivées. Oui. Oui, il y a une question sur… Alors, en fait, c'est pas… Ah oui, d'accord. Donc, c'est une question de Monsieur Savier, donc qui est diplômé d'une école d'ingénieur, spécialité mécatronique, robotique, qui travaille depuis 1 an en contrôle commande pour le nucléaire et qui souhaiterait travailler en soutien logistique embarqué dans le domaine de la gestion de production. Le domaine de la gestion de production m'intéresse et j'aimerais poursuivre ma carrière dans ce domaine. Donc ça, c'était pour le profil, j'imagine. Enfin, du moins, il n'y a pas de questions posées. Et l'entretien se fait-il sur place? Là, je laisse nos responsables pédagogiques répondre. Alors, non, pas nécessairement. En plus, avec la Covid, maintenant, on a l'habitude d'être à distance. Normalement, si vous pouvez vous déplacer, ça dépend géographiquement. Si vous n'êtes pas très loin de la région parisienne, c'est préférable de le faire en présentiel. Mais bien évidemment, les ressortissants étrangers, comme ceux qui habitent un petit peu loin de Paris en France, on leur permet la possibilité, c'est via Teams ou n'importe quelle autre application, d'avoir cet entretien en distanciel. Oui, voilà. Bon, c'est souvent… Sinon, c'est la même personne qui posait la question pour l'école de mécatronique, c'est ça, et robotique? Oui, oui, tout à fait. Oui, là, on est tout à fait dans le type de profil qu'on a dans la formation. Hein. Il n'y a pas de souci pour au niveau de sa candidature. Oui, complètement. Il y avait une question sur le financement. Donc, effectivement, peut-on payer la formation par tranche? Oui, alors s'il s'agit d'un financement personnel, j'écris un peu vite, oui, tout à fait. Hein, vous pouvez régler en plusieurs fois, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à décembre de l'année de votre rentrée pour régler la totalité des frais de scolarité, en gros au 31-12, quoi. Généralement, ça se fait en 3 ou 4 échéances, septembre, octobre, novembre et décembre, selon quand est-ce que se fait votre rentrée. Petite exception, si vous payez via votre CPF, pour l'instant, du moins pour cette année, qui s'est écoulée là pour cette rentrée, il fallait régler l'intégralité dès la validation du dossier CPF. Donc, ça, effectivement, en gros, ça vous fait un petit cadeau de 3 000, 4 000, 5 000 € dans certains cas. En revanche, il faut pouvoir régler la totalité d'un coup ensuite. Donc, ça, c'est à ce jour, il n'est pas exclu que le système évolue. Le système du CPF. Hein. Voilà. Alors, une question complémentaire du coup de la personne qui demandait si les entretiens étaient en visio. La certification Lean Green Belt
est-elle utile pour la spécialisation alors, ingénierie, soutien et produits. Alors, il y a ingénierie des produits et l'autre, c'est ingénierie du soutien, ça s'appelle plus comme ça, mais ingénierie ici du soutien. Du soutien et des services. Voilà, ce sont deux différentes. Voilà, c'est ça. Donc, ingénierie du soutien et des services, ISS. Est-ce que du coup, la Green Belt est un plus? Non, non, parce que on ne traite pas en fait, on n'a pas d'essentialité sur le supply chain, pour être clair. Donc, la Green Belt, alors c'est toujours un plus d'avoir quelque chose en plus, si je puis dire, mais je ne sais pas quoi répondre. Enfin, je ne sais pas quoi répondre. Non, mais ça, c'est vrai que la Green Belt, je vais expliquer. Je ne suis pas très fan de ces examens en ligne. C'est comme il y a le PMBOK, etc., qui est une certification internationale de management de projet, etc. Personnellement, mais c'est une opinion, hein, c'est quand même aussi presque un avis, mais ces trucs-là sont les choses de singes savants qui sont un business américain qui existe sur le marché et pour lequel on sait répondre à des questions types. C'est-à-dire, c'est un peu comme le code de la route, quand on a appris des trucs, ou le permis bateau, machin. On apprend tous les formulaires d'un bout à l'autre, on répond, etc. Ce que l'on a constaté, c'est que les gens qui ont soit des green belts, soit des PMBOK, soit des belts d'autres couleurs plus avancées, n'en savent pas nécessairement suffisamment et n'ont pas les réflexes nécessairement systématiquement bien formés. Pourquoi je dis ça? Parce que, et Ornella, je pense comme Clara me diront pas le contraire, un programme, ça ne se passe jamais comme ce qu'on avait prévu. Alors bien sûr qu'il faut apprendre à structurer un programme pour imaginer comment il devrait se passer. Et ça, les green belts, les machins, etc., les certifications vous aident à le faire. Par contre, ce qui est important dans la vraie vie, c'est de savoir se réorganiser quand rien ne se passe comme c'est des produits, et c'est le cas tous les jours. Vous avez eu un problème sur une usine en production, vous avez des compétences techniques qui à un endroit étaient 110 ans censés vous résoudre le problème en 3 semaines et en fait ça va prendre 2 mois et demi. On pensait que tel composant serait approvisionnable, il ne l'est plus. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut apprendre la ligne théorique des choses. Et ces certificats servent à ça seulement. Mais la vraie réalité et ce qui vaut de l'argent en termes de rémunération, c'est quand vous êtes capable de prendre des risques dans un programme, parce qu'un programme, ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Et donc, il faut reconfigurer régulièrement, et c'est là que la richesse de l'expérience va être forte. Et face à cela, la majeure partie des certifications qui sont un très bon business, hein, et par contre, sur un curriculum vitae, c'est malheureusement apprécié par les délicieux ordinateurs qui les lisent à la place des êtres humains, comme le recrutement se fait souvent maintenant. Mais c'est sincèrement, dans la pratique opérationnelle et pour négocier un contrat après avec un niveau de rémunération plus élevé, ça sert à que dalle. Donc, pour cette formation, de mon point de vue, je ne vais pas vous dire que c'est utile, si vous voulez. Alors, bien sûr, de savoir ces règles, une fois de plus, hein, je ne les jette pas à la poubelle, de les connaître, ces règles, c'est important, mais elles vous seront enseignées aussi dans la formation. Donc, le fait de l'avoir déjà, pour moi, je réponds clairement non et j'espère que ça éclaire votre point de vue. En plus, ingénierie du soutien et des services, pour avoir pratiqué, j'ai enseigné aussi le supply chain comme le soutien et les services. Le supply chain, bien sûr, maintenant, ça concerne tout, parce que tout le monde adore tout traiter. Mais soutien et services, c'est une discipline qui est un peu plus futuriste. Pourquoi? Parce qu'on regarde que la tendance actuelle du marché, ce n'est plus d'être propriétaire de quelque chose, mais souvent d'acquérir la capacité à. Alors, on a vu qu'on est passé sur le monde de l'automobile des véhicules qu'on achète à des véhicules qu'on va louer. De la même façon, on le fait pour les usines maintenant, c'est-à-dire qu'on loue des usines clés en main équipées. On voit aussi que même dans l'évolution de la société, les gens sont de moins en moins arqués sur le fait de posséder des choses plutôt que de les partager ou de les avoir entre plusieurs, etc. La société évolue plus vers des capacitaires, comme on dit, des besoins capacitaires et pas nécessairement la détention de systèmes.
Donc, c'est là que l'ingénierie du soutien est devenue ingénierie du soutien et des services. Et cette ingénierie des services, elle est à construire sur les 10 ans qui viennent. Donc là, Ornella comme Clara savent qu'elles ont une responsabilité grave entre les mains parce que si Dieu me prête vie encore une dizaine d'années, je leur demanderai personnellement ce à quoi elles ont contribué dans l'augmentation de la performance de l'ingénierie des services. Donc très clairement, moi, pour Malgré le Belt, ça ne sert pas et c'est même presque un petit peu hors sujet par rapport à ce que vous apprendrez en fait. En tout cas, vous êtes bienvenue dans la spécialité ingénierie du soutien et des services qui, à mon sens, est pleine d'avenir. Très bien, merci pour ta réponse, Jean. Ce que je vous propose, vu l'heure avancée, pour ne pas plus vous garder en ligne, c'est de clôturer ce webinaire d'information. Je vous invite vraiment, si vous avez des questions complémentaires qui vous arrivent par la suite, à me les soumettre ou à contacter en direct les ambassadrices ou les responsables du programme. Comme précisé, vous recevrez les plaquettes avec les informations, mais également le lien de rediffusion de ce webinaire très prochainement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre attention, vous participants, puis également à tous nos intervenants aujourd'hui, particulièrement Clara et Ornella qui prennent certainement sur leur pause déjeuner, sur leur temps perso pour nous accompagner. Vraiment les filles, c'est très appréciable. Vous avez aussi le plaisir de les retrouver lors des salons. Alors peut-être pas les deux, hein, parce on fait en sorte de tourner aussi. Et puis merci à Jean et Angelica qui ont participé avec leurs éclairages sur la formation. Donc, je vous propose de clôturer maintenant cette présentation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci Morgane. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.